Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue dans Face à nous, l'émission qui reçoit les leaders du continent réélus en 2015 pour un second mandat. Le président Alpha Condé de la Guinée veut relever le défi du redressement économique, de la lutte contre la pauvreté et le chômage en Guinée. Et pour ce faire, il s'est doté d'un ambitieux plan, le PNDES, le plan national de développement économique et social 2016-2020. Alors, quelles en sont les déclinaisons? Où en est le financement? Pour en parler, nous recevons le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, qui se prononcera également sur les questions brûlantes du continent ainsi que le fonctionnement de l'organisation continentale qu'il préside. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté d'être dans Face à nous. Oui, c'est un plaisir de passer sur l'Africa 24. Nous sommes trois à présenter cette émission, mes deux consoeurs Fanny Monouchi et Zara Mohamed Moutou et moi-même Richard Togbe. Alors l'émission comporte trois parties. Une première partie consacrée à l'économie de votre pays, la Guinée. Une deuxième partie consacrée à la politique, à la vie politique de votre pays. Et une troisième partie consacrée aux questions africaines et internationales. Commençons par la première partie consacrée donc à l'économie de votre pays. Monsieur le Président, vous venez de lancer un plan national, je l'ai dit, de développement économique et social 2016-2020 et vous avez rencontré ces 16 et 17 novembre 2017 à Paris plus de 300 investisseurs publics et privés et cette rencontre vous a permis de mobiliser 21 milliards de dollars. Un résultat dont vous êtes satisfait? Bien sûr, parce que notre plan quinquennal prévoit un investissement de 14 milliards 600 millions, je crois. Et nous avons obtenu 21 milliards, c'est-à-dire presque un tiers de plus que ce qui veut dire que cela peut nous permettre d'aller au-delà du plan quinquennal pour faire d'autres projets qu'on avait pas mis dans le plan quinquennal. Donc c'est une grande victoire pour le peuple de Guinée et pour le gouvernement. Donc je félicite les ministres et tous les cadres qui ont travaillé sur ce plan-là et nos partenaires qui nous ont accompagnés, ainsi que le gouvernement français qui nous a accueillis et mis toutes les dispositions pour que le groupe Contact soit une réussite. Monsieur le Président, ce plan n'est pas le premier. Il fait suite au plan quinquennal 2011-2015. Pouvez-vous nous citer quelques réalisations concrètes qu'a permis ce plan? Non, pour ça, il faut connaître quelle était la situation de la Guinée. Quand j'ai été élu, j'ai dit que j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. La Guinée n'a jamais mené à terme un programme avec le Fonds monétaire. Donc la Guinée était considérée comme un des pires mauvais élèves. Donc il a fallu pour avoir un programme qui va nous permettre de sortir du PPTE pour que la Guinée soit un pays crédible. Donc nous avons fait ce plan dans ce sens-là. Donc c'était un plan d'un pays en crise, puisque quand vous n'avez pas les PPTE, c'est-à-dire vous n'avez pas une annulation de la dette, vous êtes considéré comme un pays pas crédible. Mais là, on s'est attelé au problème des plus cruciaux de la Guinée, c'est d'abord l'énergie. Parce que comme à l'époque, on pouvait dire que Conakry était la ville la plus noire d'Afrique de l'Ouest, la preuve, nous avons nos frères maliens. Un jour, il n'y a pas eu coupure à Bamako, ils sont sortis avec des pancartes. Bamako, c'est pas Conakry. Donc, il fallait d'abord faire face à l'énergie parce que sans énergie, on ne peut pas développer un pays. Donc, notre premier objectif a été de lancer le barrage de Kaleta, qui est un barrage de 240 MW, et aussi de nous doter de quelques centrales. La deuxième chose, évidemment, la plus importante, c'était l'agriculture. La Guinée a d'immenses potentialités agricoles, mais les paysans n'étaient pas accompagnés. Donc il fallait avoir une politique d'accompagnement de l'agriculture pour que nous puissions espérer arriver à l'autosuffisance alimentaire. Le troisième, c'était évidemment les infrastructures. Nous avons commencé à faire des routes stratégiques comme la route Conakry, Bouquet, etc. Donc c'était surtout axé sur ces points-là, l'énergie, les infrastructures et l'éducation. Nous avons fait des routes et aujourd'hui, nous avons quand même amélioré considérablement le système d'éducation, bien qu'il y ait encore beaucoup reste à faire. Alors toujours sur ces questions... Mais il ne faut pas oublier non plus que que notre plan a été perturbé par l'Ebola. Parce que nous avons eu l'Ebola en 2014, qui a, pendant presque 3 ans, a mis notre économie à terre, où on est tombé à croissance au-dessus de -0, etc. Mais malgré cela, quand même, une bonne partie des projets du plan ont été quand même réalisés. Monsieur le Président, vous évoquez notamment la question des infrastructures, notamment liées à l'énergie. Quand même, le 22 septembre, il y a eu des manifestations à Bouquet, au nord-ouest du pays, qui protestaient contre l'absence d'électricité et d'eau. Comment... Vous savez, on peut rester à Conakry 2 mois sans électricité. Et quand le courant venait, les jeunes sortaient en dansant, Tewarafa.
Bon, maintenant, dès qu'il y a une coupure d'1 heure ou 2 heures, les gens descendent dans la rue. C'est-à-dire, bon, en fait, c'est normal, les gens veulent toujours être mieux endurés. En fait, je pense qu'il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu d'abord une erreur de EDG. Le groupe qui avait eu quelques défaillances, ils avaient mis du temps pour commander. Ensuite, donc, ils avaient décidé de faire des délestages 1 sur 2. Malheureusement, ils l'ont fait le jour où il y avait des matchs de football, les équipes, je crois, Coupe d'Afrique, les éliminatoires. Ils dénonçaient quand même 10 jours sans électricité. Il y a eu d'abord des délestages 1 sur 2. Malheureusement, le délestage s'est fait le jour où il y avait le match de football. C'est à la suite maintenant de manifestations, ils ont cassé qu'il n'y avait plus de courant. Avant que moi j'arrive, je suis né à Bouquet, il est né à Bouquet. Mais quand vous avez l'occasion de voir Bouquet en 2010 et Bouquet après, seulement la ville. Deuxièmement, est-ce qu'il y avait du courant avant à Bouquet, avant que je n'arrive? Dans quel pays de la Guinée on peut avoir du courant 1 jour sur 2? Même pas 1 jour sur 2, même 1 jour sur 20, pas 1 jour sur 2. Mais c'est nous qui avons mené le courant. Alors, mais quand on a commencé à donner du courant, dès qu'il y a coupure d'1 heure, 2 heures, 3 heures, les gens commencent à protester. Mais on est resté à Conakry, moi je suis en Guinée, on peut rester 3 mois à Conakry, je ne parle pas d'intérieur sans courant. Mais c'est normal que les gens veulent évoluer et c'est normal qu'ils aient du courant tout le temps. Parce que Bouquet, c'est une région stratégique. C'est là où il y a toutes les compagnies minières. Il y a la protestation qui est juste, mais aussi le sabotage. Parce que les gens savent si on dit manifestation à Bouquet, ça peut faire fuir. Or, Bouquet, c'est aujourd'hui, au niveau des mines, c'est la principale région des mines où il y a les plus gros investissements. Donc, c'est normal que les gens protestent quand il n'y a pas de courant. Et alors justement, oui. Avec ces nombreux projets énergétiques, on le comprend bien, qui sont lancés pour résoudre cette problématique. Alors comment expliquer que la situation s'améliore que très peu? Mais, madame, si vous vous intéressez à l'énergie, vous savez que pour faire un barrage, il faut 3 à 4 ans pour faire un barrage. Donc, il faut du temps. Ou bien nous nous concentrons sur les énergies fossiles. C'est-à-dire non seulement c'est extrêmement dangereux pour l'environnement, mais ça coûte énormément cher parce que vous devez utiliser tout le temps du gasoil. Donc, notre objectif, c'est de faire de l'énergie propre. Il faut faire des barrages. Aujourd'hui, nous avons fait le barrage de Kalita, 240 MW. Nous avons entamé le barrage de Swapiti, 450 MW. Nous avons fini l'appel d'offres du barrage de Kukutamba, 300 MW. Nous venons de finir l'étude de faisabilité du barrage de Foumi, 90 MW, mais le plus important, c'est pas cela, c'est le rôle que le barrage de Foumi va jouer dans l'agriculture, et en Guinée, et au Mali, et au Niger, et au Nigeria, et au Tchad. L'étude de faisabilité du barrage de Kogon à Bouquet, 90 MW est en train de finir d'être lancé. Mais quand on veut faire des barrages, vous ne connaissez pas un barrage en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut du temps pour faire le barrage. Mais si nous voulons nous libérer, il faut qu'on ait de l'énergie propre. En attendant, nous sommes obligés d'utiliser des centrales thermiques. Mais les centrales thermiques, parfois, ça tombe en panne. Alors que le barrage, en dehors du période d'étiage, quand vous avez un barrage, il donne tout le temps le courant. Mais je vous ferai remarquer que je suis arrivé au pouvoir en fin 2010, et que c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à construire des barrages. Avant moi, il y a le seul grand barrage qu'il y avait, c'était Garafili, qui ne faisait que 70 MW. Donc il faut quand même le temps de faire des barrages. Monsieur le Président, on va revenir un petit moment sur ce plan national de développement. Un jeune Guinéen sur 2 est aujourd'hui très touché par le chômage. Un jeune sur 2, c'est même plus que ça selon les statistiques. Comment comptez-vous orienter, donc on a dit tout à l'heure, 21 milliards de dollars, dans quel secteur vont être investis ces milliards de dollars et comment cela va se traduire en termes de création d'emplois? Notamment de l'emploi des jeunes. Il ne faut pas confondre les investissements qui sont les véritables bases d'un développement, c'est-à-dire l'énergie, les infrastructures, qui ne donnent pas beaucoup d'emplois, avec ce qui donne de l'emploi. Aujourd'hui, la Guinée est considérée comme un scandale minier, mais j'ai toujours dit que l'avenir de la Guinée, ce n'est pas les mines, c'est l'agro-industrie. Bien sûr, les mines nous permettent d'avoir des royalties qui peuvent nous permettre de faire de l'électricité et des infrastructures. Mais si nous voulons donner du travail aux jeunes et transformer ce pays, c'est l'agro-industrie. C'est pourquoi nous avons lancé on n'a pas attendu les 21 milliards. Nous avons lancé un grand programme agricole. D'abord au niveau des cultures vivrières. J'ai fait un pacte avec les paysans. Je vous mets des engrais, moi je vous mets des engrais à votre disposition à moitié prix chez vous et vous produisez. Quand je suis arrivé, la Guinée ne concernait même pas 5 000 tonnes d'engrais. Aujourd'hui, on est à 100 000 tonnes. Alors, est-ce que le partenariat avec le Maroc va pouvoir... Attendez. Maintenant, on est à 100 000 tonnes d'engrais. La Guinée avait commencé à perdre l'habitude des cultures d'exportation. En 2 ans, cette année, nous avons fait 500 000 hectares d'anacarde
Nous avons commencé à faire du cacao Mercedes en forêt et du café Robusta en forêt et du café Arabica au Fouta. Et ensuite, nous avons amené nos artisans à fabriquer des matériels qui font qu'aujourd'hui, le fonio, qui est une des nourritures les plus recherchées et dont la préparation est extrêmement difficile aujourd'hui, nos artisans ont fabriqué des machines qui font le décortiquage et qui pilent, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller acheter des tonnes, mais le fonio à l'égard de certaines femmes. Et nous sommes en train de mettre en place des décortiqueuses. C'est ça qui va donner l'emploi aux jeunes. Nous avons mis en place une société d'investissement. Déjà, nous-mêmes, l'État a mis 100 milliards. Nous avons commandé en Chine et au Brésil. Nous avons pris l'exemple de Lula. Comment Lula a fait sortir presque 40% des besoins de la pauvreté. Nous avons donc fait un accord avec Ambraza. Et maintenant, c'est pas les 21 milliards là qui vont changer la situation. Bon, bien sûr, ça va changer la situation de la jeunesse dans la mesure où, si nous avons des infrastructures et l'énergie, ça change. Mais concrètement, l'emploi jeune vient des actions que nous sommes en train de mener. Et je pense que d'ici décembre, vous serez au courant d'un ensemble de ces actions. Parce qu'il est évident que le grand problème de la Guinée, c'est l'emploi jeune, mais aussi l'autonomisation des femmes. Alors, Monsieur le Président, l'économie de votre pays se relève progressivement de la crise sanitaire, vous l'avez évoqué, mais aussi de la baisse du prix des matières premières. Elle a même connu en 2016 un taux de croissance du PIB de 6,6% et vous ambitionnez même d'atteindre d'ici 2020 un taux de croissance à 2 chiffres. Et pourtant, Monsieur le Président, la grande majorité des Guinéens se plaignent de la cherté de la vie. Comment expliquez-vous ce paradoxe, Monsieur le Président? Quand j'ai été élu, l'inflation était à 21%. Et la Banque centrale n'avait même pas de réserve pour un mois d'importation. Aujourd'hui, l'inflation est à 8%. Vous pouvez demander aux salariés. Nous avons multiplié les salaires au minimum par 3 et même parfois par 4. Il n'y avait pas de SMIG, nous avons fait le SMIG. Le riz, quand je suis arrivé, le riz coûtait 260 000 ou même 300 000. Nous avons maintenu le prix aujourd'hui à 160, 150, 160 000. Mais évidemment, plus votre condition de vie s'améliore, plus vous vous plaignez. Parce que quand vous ne mangez pas de pain, quand vous commencez à manger du pain, vous voulez encore beaucoup plus de pain. Donc, mais ça peut être aussi plus quand neutre. on regarde ce que j'ai dit au travail, mais est-ce que votre pouvoir d'achat, lorsque l'inflation baisse, lorsque le prix baisse, ce qui est plus important, ce n'est pas seulement l'augmentation des salaires, mais c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire combien de sacs de riz ou de choses vous pouvez acheter avec votre salaire. On peut augmenter votre salaire de 100 000 et on augmente le prix du riz de 200 000. Donc, votre pouvoir d'achat baisse. Même si votre salaire a augmenté, votre pouvoir d'achat baisse. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le niveau du salaire, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, avec votre salaire, combien de sacs de riz, combien de kilos de viande vous pouvez payer. Si vous touchez $1 million, $1 million de francs guinéens aujourd'hui, vous pouvez payer 10 sacs. Mais demain, je vous paye 2 millions de francs guinéens, vous ne pouvez payer que 5 sacs. Alors et pour les millions de personnes qui sont au chômage, combien de sacs de riz, combien peuvent-ils se payer? Quand je suis arrivé, j'ai été élu, j'ai dit que j'héritais d'un pays, pas d'un État. Il faut connaître l'histoire de la Guinée. De toutes les anciennes colonies françaises, c'est la Guinée qui avait le plus d'avenir. Nous étions le plus grand producteur de bananes, de café, etc. pendant la période coloniale. L'ananas de Côte d'Ivoire, le rejet vient de Guinée. Malaisie aujourd'hui est un grand producteur de palmiers à huile. Le palmier à huile de Malaisie, il vient de Guinée. Pourquoi donc un pays qui était premier à un tel avenir, parce que nous avons les mines, nous avons les possibilités de rivière de faire des barrages. Pourquoi? Il faut connaître l'histoire de la Guinée. En 1958, lorsque De Gaulle a posé la question, vous voulez être indépendant, voter ou non, la Guinée a été le seul pays qui a osé dire non. Et pour cela, pour que cet exemple ne soit pas suivi par les autres ne vendent pas indépendants, le gouvernement de Gaulle a été de nous punir, en complicité avec certains pays voisins, et qui a fait que la Guinée a été isolée complètement. Et Mamadou Dia, en tant que Premier ministre, a écrit au gouvernement français pour dire cessez d'utiliser la Casamance pour déstabiliser la Guinée. Donc, le gouvernement guinéen, au lieu de se concentrer au développement, il y avait la paranoïa, la lutte contre le complot, etc., etc. Malgré cela, quand même, il y a eu des usines. Quand il y a la Deuxième République, le Fonds monétaire est venu, ajustement structurel, il faut privatiser les usines, mais vous le privatisez, quand la France a voulu privatiser sous Chirac, le ministre des Finances Balladur a fait le noyau dur, il a dit un tiers
des capitaux doivent être pris par des Français pour que dans ce temps contrôlé par l'étranger. Nous, dans un pays où on n'a pas d'hommes d'affaires, on dit qu'on va privatiser. Tout ce qu'on a fait, on a transféré le patrimoine de l'État aux mains des privés étrangers qui, au bout de 2 ans, ont tout fermé. Et ensuite, le nouveau gouvernement disait on ne va pas investir. Demandez de la Deuxième République et s'il y a ici une usine. Donc, il faut savoir concrètement dans quelle situation, moi, j'ai trouvé la Guinée. Aujourd'hui, nous avons repris dans le portefeuille de l'État toutes les usines qui ont été fermées parce que on a pris des gens sont partis. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. Donc, comment voulez-vous qu'au bout de 5 ans, 6 ans, on transforme complètement la situation? C'est-à-dire, on va mettre fin au chômage de jeunes, etc. Donc, concrètement, d'où on part? Quand je me compare avec d'autres pays, j'ai dit à certains chefs d'État amis, vous avez une compagnie aérienne, tu as 2 avions pour te promener. La Guinée a été, après l'Éthiopie, le premier pays d'Afrique du Sud du Sahara à avoir une compagnie aérienne avec des pilotes et des commandants de bord nationaux guinéens. Mais où est la Guinée aujourd'hui? Le chemin de fer, où c'est aujourd'hui? Guinomar, compagnie... On avait une compagnie maritime pour transfert de choses, où c'est aujourd'hui? Le chemin de fer a disparu. Air Guinée a disparu. La compagnie a disparu. Pourquoi? Problème de gouvernance sans doute, Monsieur le Président. Qu'est-ce que j'ai trouvé concrètement en Guinée quand je suis arrivé au pouvoir? Aujourd'hui, je n'ai même pas d'avion. Je suis obligé de prendre Air France, de voyager sur les compagnies. Vous dites que vous êtes parti de zéro? Vous dites que vous êtes parti de zéro? Non. Un pays ne peut pas partir de zéro. J'ai dit, j'ai hérité d'une situation catastrophique. La preuve, on est l'un des rares pays en Afrique à n'avoir pas atteint le PPT, c'est-à-dire l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Alors que tous les autres pays l'avaient eu déjà, pourquoi on ne l'a pas eu? Donc, il faut savoir d'où nous partons et où nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais quand même, comment cela se traduit concrètement pour les Guinéens, pour le citoyen lambda qui cherche à manger, se faire soigner, l'éducation? Comment cela se traduit concrètement? Parce que tout ça, ce sont des chiffres, la croissance. Je pense que vous connaissez un peu l'économie. Alors, lorsque l'inflation est à 21% et qu'on passe à 8%, ça augmente de pouvoir d'achat ou pas? Mécaniquement, oui. Non, pas mécaniquement seulement. De quel salaire? Ce sont les salaires des fonctionnaires. Et très peu de Guinéens, en tout cas, la majorité des Guinéens ne sont pas fonctionnaires. L'inflation baisse, cela fait baisser les prix pour tous les Guinéens. Que ce soit le paysan ou le ça fait baisser pour tous les Guinéens. Quand l'inflation baisse. Parce que quand vous avez un taux d'inflation de 21%, ça veut dire que vous êtes obligé d'augmenter de 21% les produits que vous importez. Parce que le coût de votre produit augmente. Faisons un peu d'économie pour faire les questions économiques. Mais bien évidemment, je suis complètement d'accord avec vous, mais seulement les Guinéens qui n'ont aucun salaire. Donc pour eux, ça ne change rien. Ils ont toujours du mal, même si la chose ne coûte finalement rien, mais eux, ils ont toujours du mal à acheter ce produit-là. Donc vous voulez qu'en 5 ans, je fasse en sorte que tous les Guinéens aient un salaire non, à 5 ans? absolument pas. Non, je vous pose la question. Je vous dis comment cela se traduit concrètement pour les Guinéens, pour les citoyens lambda. De la Guinée et qui justifie effectivement l'amélioration de la croissance. Que tous les efforts que nous faisons ne bénéficient pas à tous les Guinéens de la même façon. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons privilégier les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Mais je ne suis pas un magicien. Quand je suis arrivé, un salaire coûtait 300 000 francs. Et pendant 5 ans, on a maintenu le prix du riz à 160 000 francs. Donc j'ai été obligé de subventionner le riz pour que le prix du riz ne monte pas. Je vais vous donner un exemple très simple. J'avais décidé d'acheter, parce qu'en période de soudure, les prix des produits montent. Et ensuite, les paysans sont victimes des usuriers qui viennent avancer de l'argent et qui remboursent. Donc j'ai décidé de racheter le riz pour garder pendant la période de soudure. À ma grande surprise, le riz m'est resté sur les bras. Parce que j'ai acheté le riz à 7 000 francs, et après le soudure, le riz était à 6 000 francs. Donc je ne pouvais même plus vendre. Ça veut dire, alors que d'habitude en période de soudure, le prix augmente, là le prix était plus bas qu'au moment où j'ai acheté. Il a été obligé que je force la main pour acheter ce riz. Demandez aujourd'hui, les Guinéens préfèrent le riz local. Demandez à quel prix était le local. Quand vous irez à l'intérieur du pays, les paysans vous diront, nous n'avons plus faim. Quand vous allez partir en Guinée, je vais vous demander d'aller librement en Guinée, dans les 4 régions. Posez la question aux gens. Ils vous diront... On prend rendez-vous là donc. Ils vous diront, on n'a plus faim. Et en prenant rendez-vous, Monsieur le Président, nous proposons de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Face à nous, l'émission qui reçoit les leaders du continent. À tout de suite.